Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons cette semaine de bioéthique. A-t-on le droit de, entre guillemets, manipuler? D'autres ont choisi intervenir médicalement dans le processus de vie. Nous en parlons avec Dr Moïse Fiadjo, qui est gynécologue obstétricien, directeur du centre de fertilité de la clinique Biassa au Togo. Avec lui, El Mancio Godson, métaphysicien, et Dr Amama Michel Toussou. Anama Michel Toussou, psychologue clinicien. Alors, avant la pause, vous étiez donc en train de nous développer des inquiétudes ou non sur le développement psychomoteur des enfants nés, entre guillemets, hors circuit naturel. Et pour vous, docteur Fiadjo, vous qui avez donc l'expérience de faire naître ces enfants, in vitro ou in vivo, vous pensez qu'il n'y a pas d'effet secondaire sur ces enfants nés hors circuit naturel? Merci beaucoup. C'est une question très intéressante et qui est souvent posée. Un enfant qui est conçu dans une éprouvette, c'est un enfant normal. Je dois dire tout de suite que l'enfant qui est conçu dans une éprouvette reste 3 jours au maximum, 5 jours dans une éprouvette avant donc, de passer dans l'utérus. Et c'est dans l'utérus que l'enfant va se développer. Quand on voit les cellules que l'on met à l'intérieur de l'utérus, on se rend compte que, alors je vais vous montrer, c'est ça que l'on met à l'intérieur de l'utérus. C'est ça, un embryon que l'on met à l'intérieur de l'utérus. Et cet amas de cellules, de 8, 12, 20 cellules, sont certes le début de la vie humaine, mais ne représente pas grand-chose. Et c'est dans le cocon maternel, dans le cocon de l'utérus, que l'enfant va se développer. Donc il n'y a pas le processus de 9 mois dans les éprouvettes? Ah non, absolument. Ces cellules-là passent 3 jours, maximum 5 jours, dans l'éprouvette avant de le mettre à l'intérieur. Donc avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, il n'y a pas d'enfant né 9 mois hors l'utérus? Non, ça n'existe pas. Est-ce que c'est possible dans le futur? Alors, je vais contredire mon ami Godson, qui est le grand maître Godson, le métaphysicien, pour dire que Dieu a fait beaucoup de choses, Dieu a laissé faire un certain nombre de miracles, mais je pense qu'il y a des limites. Et techniquement, vous pensez à ce jour que ça va être difficile à faire? Techniquement, on peut concevoir que l'on puisse concevoir un utérus artificiel dans lequel on mettrait un embryon qui va se développer. Mais l'homme n'est pas que de chair. L'homme n'est pas que de chair, l'homme n'est pas que de sang. Il y a autre chose dans la vie humaine. Ce que nous produisons, ce que nous créons, c'est des êtres humains. Et comme l'a dit M. Godson tout à l'heure, que l'homme est comme Dieu. Si nous faisons venir des êtres humains, faisons venir des êtres humains de qualité. Ne cherchons pas à faire venir des êtres humains dans n'importe quelle condition. Ça, c'est une parenthèse. Les hommes peuvent chercher à créer des utérus artificiels, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, et je pense qu'il vaut mieux mettre des limites à ce genre de recherche pour qu'on n'en arrive pas là. Ce que l'on a cherché à faire, c'est de faire des greffes d'utérus. Une femme qui n'a pas d'utérus ou dont l'utérus est complètement abîmé, on peut aller chercher l'utérus d'une autre femme et greffer son utérus pour que l'enfant puisse se développer à l'intérieur de l'utérus. Ça, il y a des avancées. Je pense que d'ici quelques années, ça sera réalisable et reproductible dans beaucoup de pays. Pour dire qu'un enfant qui naît que ce soit par fécondation in vitro, que ce soit par insémination artificielle, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas plus d'enfants mal formés nés par ces techniques-là que d'enfants mal formés nés au cours d'une fécondation naturelle. Dans la population générale, il y a un certain pourcentage d'enfants qui naissent avec une malformation, que ce soit des enfants conçus sous la couette ou que ce soit des enfants conçus par fécondation in vitro. Mais je peux dire que ces enfants qui sont nés par fécondation in vitro, ce sont des enfants qui sont très désirés, qui sont stimulés. Oui. Stimulés de par donc, les médicaments qu'on donne à la maman pour produire beaucoup d'œufs. Donc il y a déjà une stimulation, stimulée par le désir ardent que les parents ont, par tout le parcours que les enfants ont. Ces enfants qui naissent sont surprotégés, stimulés, et on les pousse à aller très 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 loin. Ça, peut-être que les psychologues diront que ce n'est pas une bonne chose, mais moi je pense que ce sont des enfants qui sont hyper désirés, qui sont hyper protégés. Donc sur les 500 environ que vous avez
réussi à avoir dans votre centre? Vous les avez suivis, pas de problème à ce jour? Il y a beaucoup d'entre eux qui sont à l'université aujourd'hui. La première qui est née par fécondation in vitro, Louise Brown, a aujourd'hui 41 ans. Elle est mère de famille, elle a eu ses enfants tout à fait normalement. Moi, je n'ai pas eu d'enfant conçu par fécondation in vitro avec une grosse malformation qu'on n'a jamais vue. Donc, ce sont des enfants qui sont conçus naturellement. Maintenant, venons-en au problème du don. Lorsqu'on fait des dons d'ovules, chez une femme qui n'a pas d'ovules et qu'on lui fait, on trouve des ovules d'une femme plus jeune, on fait la fécondation et on lui transfère des embryons qui sont fécondés à partir d'ovules qu'elle a eus et fécondés par les spermatozoïdes de son mari, on lui transfère ces embryons. Ces femmes portent la grossesse dans leur ventre, nourrissent donc cet enfant de leur sang. Et quand cet enfant naît, forcément, c'est son enfant. Aucune loi ne peut dire que ce n'est pas son enfant. Okay? Et jusque-là, la jurisprudence n'est pas allée jusqu'à faire un test ADN pour dire que ce n'est pas son enfant, on le lui retire. Jusque-là. Parce qu'une femme qui accouche, son enfant, l'enfant qu'elle a accouché, c'est son enfant. Pour terminer. Alors, donc, forcément, au point de vue relationnel, la relationnelle est beaucoup plus importante même que dans un couple naturel. Et si vous allez dire à cette femme, cet enfant que vous avez accouché, ce n'est pas votre enfant, si elle peut vous tuer, elle va vous tuer. Mais dans la mesure où la législation n'a pas encore tranché la question, comment vous gérez les dons des ovocytes, les dons des spermatozoïdes, comment vous les gérez? Alors, j'ai dit tout à l'heure que nous avons un code de bonne conduite, des règles de bonne conduite que nous suivons. Okay? À partir du moment où c'est dans un couple et que l'homme qui n'a pas du tout de spermatozoïdes dans son couple, qui souhaite qu'on fasse une insémination artificielle avec le sperme d'un tiers donneur, nous signe un engagement, comme quoi qu'il accepte qu'on fasse une insémination à sa femme avec le sperme d'un autre homme. Est-ce que vous êtes obligé de le lui dire? Je pense que dans ce genre de choses, il vaut mieux être transparent. Ouais. Il vaut mieux être transparent, il vaut mieux dire la vérité aux gens plutôt que de leur mentir. Ça ne sert à rien de dire à un homme tout va bien, alors que vous savez que ça ne va pas. Il vaut mieux lui dire les yeux en quatre yeux que ça ne va pas. Donc il existe des hommes qui n'ont pas du tout de spermatozoïdes? Il existe. Même pas un seul il existe. Malgré vos stimulations Oui, ça existe. Et je dois dire qu'en matière un des progrès de la fécondation in vitro consiste chez des hommes qui n'ont pas du tout de spermatozoïdes dans leur sperme, de voir si ces hommes-là produisent quand même les spermatozoïdes. Et on va chercher dans les testicules les spermatozoïdes qui sont produits mais qui ne sortent pas. On va chercher ces spermatozoïdes et on fait une fécondation in vitro avec les ovules de la femme. Et la femme peut concevoir de son mari par cette technique d'assistance médicale à la procréation. Vous l'avez déjà fait au Togo, ça? Bien sûr, plusieurs fois. Et nous avons même eu à proposer des règles pour montrer comment est-ce qu'on peut, dans quel cas on peut trouver des spermatozoïdes chez l'homme, dans ce cas-là. Oui, enfin, je pense que tout ce qui est dit est assez intéressant. Je voudrais répondre à la question que vous avez posée à notre ami psychologue. En fait, ces enfants qui naissent dans ces conditions-là sont des enfants tout à fait normaux. D'accord? Parce que les conditions normales ont été remplies pour que l'enfant soit. Maintenant, le reste, c'est sur la gestion de l'enfant qu'il faut donc intervenir. Et cette gestion, il faudra veiller à ce que cela corresponde, n'est-ce pas, à l'éthique métaphysique. Parce que lorsque vous suivez, par exemple, je cite un livre qui est connu de beaucoup de personnes, parce que c'est pour ça que je le cite, on dit que l'homme quittera son père et sa mère et va s'unir à la femme. Bon, beaucoup de personnes ont cru qu'il s'agit du mariage, alors qu'en fait, il ne s'agit pas du mariage, il s'agit du fait que nous avons des testicules qui représentent les gonades, les deux principes, électricité et magnétisme, yin et yang, flux et reflux. Et donc, l'énergie qui est donc, que nous appelons le spermatozoïde, va quitter l'homme pour aller rejoindre la femme. Et c'est à ce niveau que les deux peuvent devenir une seule chair. Donc, il est expliqué, en fait, à travers ces écritures-là, le mécanisme même de la fécondation. Mais qui n'impose pas forcément que ce soit dans une relation
unie entre un homme et une femme. Donc il s'agit de comprendre que la nature, et je le répète, n'est pas opposée au principe de la PMA, quelles que soient les conditions qui sont mises ensemble. Seulement, il faudra l'accompagner par une certaine éthique. Maintenant, concernant le développement de l'enfant, je pense que nous ne pouvons pas... Un enfant, le médecin m'a devancé, un enfant n'est pas d'abord un être biologique. C'est une valeur immatérielle. Pour nous, c'est d'ailleurs pourquoi en Afrique, on fait ce qu'on appelle la cérémonie de sortie de l'enfant. On fait la cérémonie de sortie de l'enfant parce que en Afrique, on estime que l'enfant est un être immatériel qui vient prendre une incarnation dans un corps physique. Et donc, il faut l'incarner, il faut faire son ancrage. Et c'est au cours de son ancrage qu'on fait cette cérémonie-là. Donc, l'enfant est d'abord une donnée immatérielle. Et l'enfant qui vient a besoin des deux courants d'énergie opposés, c'est-à-dire le courant masculin et le courant féminin. Donc, quel que soit, entre griffes, les ingérences dans le processus de la vie qu'il doit y avoir, il faut veiller à ce que dans le développement de l'enfant, d'abord, il y ait l'honnêteté et la vérité sur sa filiation, et de deux, qu'il y ait donc ces deux courants qui ensuite interagissent pour permettre l'équilibre physique et psychologique de l'enfant et même spirituel. Donc l'autorisation de la PMA à tout le monde, notamment aux homosexuels, aux lesbiennes, vous pensez que c'est une évolution un peu contre nature, non? Je pense que d'une certaine manière, il y a d'abord, j'ai parlé de filiation. Enfin, le docteur disait tantôt qu'on a parlé de don de sperme, en fait. Là, par exemple, on n'est pas contre le don de sperme, puisque ça se fait. Mais par rapport, qu'est-ce que l'on sait de l'histoire des personnes qui donnent, n'est-ce pas, disons, leur sperme pour la fécondation, la procréation? Là, il se pose un problème parce que l'enfant qui veut venir a besoin forcément de connaître son histoire. Son histoire ne se limite pas à la procréation, mais son histoire est antérieure à la procréation et c'est l'histoire de sang de son père et de sa mère. Du coup, quand quelqu'un vit et que spirituellement, culturellement, son histoire ne lui est pas contée, alors que son esprit sait de quelle histoire il s'agit, il y a une harmonie entre l'esprit et le corps. C'est pourquoi j'ai commencé à dire que l'enfant n'est pas une donnée biologique, c'est d'abord un être immatériel qui vient faire une expérience sur le plan métaphysique. C'est ainsi qu'on le voit. Donc, étendre cette expérience-là aux lesbiennes, aux homosexuels, je pense qu'à ce niveau, il faut que le contexte, disons, environnemental soit mis en place pour que non seulement l'histoire de l'enfant soit connue de l'enfant, et de deux, il faut que les deux courants d'énergie puissent aider l'enfant à son développement. Comment on peut retrouver les deux courants d'énergie dans une famille homosexuelle? Mais c'est là que le problème se pose. Puisque, logiquement, souvent, on se base sur des faits, sur des expériences qui ont eu lieu pour tirer des conclusions, alors que ces expériences ne disent pas tout, puisqu'en fait, ça dépend des outils dont on se sert pour mesurer les expériences. Au-delà du constat physique, il y a d'autres dimensions de l'être humain qui devraient entrer en jeu et qui ne sont pas entrées en jeu dans ce qu'on appelle l'expertise mise en place. C'est pourquoi, quelle que soit l'expérience matérielle qu'on veut mettre en place, il faut veiller à ce que l'environnement de l'enfant soit toujours un environnement masculin et féminin. Maintenant, est-ce que c'est forcément le père? Est-ce que c'est forcément la mère? L'essentiel, c'est qu'il y ait ces deux courants d'énergie. S'il ne les a pas, il ne va pas se développer correctement. Si l'enfant n'a pas les deux courants d'énergie, il ne va pas se développer correctement. Il lui manquera forcément un courant d'énergie parce que papa n'est pas maman et maman n'est pas papa. Ou bien, parent, ça veut dire le flux n'est pas le reflux et le reflux n'est pas le flux. Comment peut-on vérifier la présence de ces deux courants dans le couple? Oui. Puisque si je crois comprendre ce que vous dites, dans une famille homosexuelle, bien que ce soit rien que des hommes ou des femmes, il peut y avoir les deux courants. Si je comprends entre les lignes. Oui, souvent s'il y a deux hommes, il est difficile de savoir s'il y a les deux courants. Parce qu'il y a un courant qui est prédominant. C'est le courant masculin. Il n'y a pas le courant féminin. Or, le courant féminin construit tout autant l'enfant que le courant masculin. Et ça, on ne peut pas le refuser, c'est ce qui est. C'est pourquoi je vais sur un plan plus grand en parlant d'électricité
et de magnétisme, de pôle plus et de pôle moins. Si l'enfant n'est éduqué que par le pôle plus, on aura un enfant qui va évoluer, qui va grandir, qui sera apparemment normal. On peut même diagnostiquer qu'il est tout à fait en bonne santé comme tous les autres enfants. Mais c'est les outils qu'on utilise pour expertiser. Mais au-delà de ça, au niveau métaphysique, on sait qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché parce que les deux courants n'ont pas opérationné normalement comme cela devrait être. Alors que deviennent ces enfants? Un exemple simple. Lorsque le docteur, un docteur veut mettre ensemble les deux courants, il n'exclut pas le courant masculin. Nous sommes d'accord. Il met le courant masculin à l'intérieur du courant féminin. Il n'altère pas non plus le courant masculin. Au contraire, il veille à ce que, dans son entièreté, le courant masculin intervienne dans le courant féminin. Idem pour le courant féminin. Alors pourquoi ce processus qui est biologiquement acceptable au niveau social et au niveau développement intérieur de l'homme, on ne va pas le respecter? Là, il y aura un problème. Oui, quel problème, justement? Les problèmes peuvent être d'ordre psychologique, comme le problème peut être d'ordre spirituel. Oui. Parce que, comme je le disais tantôt, notre incarnation entre dans un processus plus grand que le fait d'être simplement un être sociétal. Oui. Nous sommes également des êtres spirituels en développement spirituel. Et ça, c'est important. Je vais vous donnez-moi 2 minutes, je vous conte juste une petite histoire, enfin une historiette. Ça me concerne moi-même. D'accord? Moi, j'ai connu mon père quand j'avais seulement 16 ans. Mais bien avant, je ne l'avais pas connu. J'ai vécu avec ma mère, j'ai vécu avec mon père adoptif, d'accord? Et nous avons grandi ensemble. Il y a eu juste un élément déclencheur dans ma vie, c'est qu'en classe de CM2, on nous faisait un cours de morale. Et on disait, qu'est-ce que les parents? Or, moi, j'avais mes frères qui étaient dans le même établissement, dans la même école que moi. Je pensais qu'on était même père, même mère, mais ce n'était pas le cas. Et quand la maîtresse a dit, donnez des exemples, j'ai donné mon exemple, il dit non, tes frères ne sont pas même père, même mère. C'est là que j'ai réalisé pour la première fois que le fait d'appartenir à une autre famille comme Godson ne faisait pas de moi l'enfant direct de l'homme avec qui j'étais, et pourtant cela ne m'avait pas été enseigné. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à rechercher mon père. Et vous n'imaginez pas qu'aujourd'hui, si je suis devenu entre griffes ce que je suis, c'est grâce à mon père. Parce que tout ce que je vivais... Lequel? Mon père réel, mon père biologique. Parce que quand il est revenu, quand je l'ai rencontré, lorsque j'ai commencé à manifester des états que je manifestais auparavant, que la maman ne comprenait pas, que le père adoptif d'ailleurs ne comprenait pas, c'était des états spirituels, seul mon père a pu le comprendre. Et en ce moment, il a été le premier mentor spirituel qui m'a accompagné et qui m'a fait connaître d'autres. Donc, je crois qu'il y a le rôle que le courant paternel doit jouer inévitablement dans l'évolution de l'enfant. On peut utiliser des outils aujourd'hui qui ne nous permettent pas de l'apprécier, mais il y a un fait qui nous échappe, mais qu'on comprendra tôt ou tard que ça nous échappe. Donc, dire qu'une femme toute seule va dire « je veux avoir d'enfants », et donc, aidez-moi à avoir d'enfants, et puis c'est mon enfant. L'enfant ne lui appartient pas. C'est ça également l'erreur. On croit que les enfants nous appartiennent en premier. Non. Vous pouvez faire des enfants aujourd'hui et mourir demain. Les enfants deviennent des problèmes de société. Donc, en réalité, il faut d'abord savoir que c'est l'intérêt général qui prime sur l'intérêt individuel. C'est d'abord la société. Et donc, du coup, quand vous voulez poser des actes, vous devez tenir compte de l'équilibre social, tout en tenant compte de l'équilibre de l'enfant. Et ça, c'est également un élément qu'il faut prendre en considération. Donc, voilà. Alors, docteur, finalement, est-ce que toutes ces affaires, la procuration médicalement assistée, accordée, donc ouverte aux homosexuels, est-ce que ce n'est pas le pendant du développement, de l'expansion de l'homosexualité elle-même? L'homosexualité, qu'est-ce que c'est en psychologie? Est-ce que c'est un trouble biologique, psychologique ou spirituel? En psychologie, c'est clair, depuis 1973, l'homosexualité n'est pas un trouble psychologique. Ça a commencé depuis 1973. Non, c'est pas du tout un trouble. Oui, aux États-Unis, depuis 1973, c'est clair que l'homosexualité n'est pas un trouble. En 1991... Qu'est-ce que c'est alors? En 1991, l'OMS même l'a reconnu, dit que non, c'est pas un trouble. C'est quoi? Et en 1992, la France l'a ratifié également. En 2006, c'est clair, et en 2011, c'est sorti même carrément de DCM, de notre gros
bouquin dans lequel on met les troubles psychologiques. Donc, on ne peut plus aujourd'hui dire que quelqu'un souffre d'un trouble psychologique qui s'appelle l'homosexualité. Qu'est-ce qui vous faisait penser dans le temps que c'était un trouble avant que ce ne soit corrigé? Quelles sont les études qui ont corrigé donc? Non. Au début, la science évolue. Les données qu'ils avaient à l'époque montraient qu'il faut dire que quand on n'évolue plus dans le comment est-ce que les choses devaient être, quand ce n'est plus ça, ce qui est supposé normal, quand c'est pas comme ça, on dit non, là il y a un problème. Maintenant, après, quand les gens ont trouvé que les personnes homosexuelles vivaient normalement, menaient normalement leur vie, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'était plus un trouble. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir une personne homosexuelle qui vient demander de l'aide, dit qu'il ne veut plus l'être. Là, ça veut dire que chez lui, il y a un problème. Il est homosexuel, mais il n'est pas à l'aise dans sa peau. Tout comme les hétérosexuels. Voilà, il n'est pas à l'aise dans sa peau. Mais l'homosexualité en lui-même n'est pas un trouble psychologique de nos jours. Bon, je suis heureux que le docteur, le docteur psychologue dise que ce n'est pas un trouble parce qu'effectivement, ce n'est pas un trouble psychologique. Ce n'est pas non plus, pour répondre à la question avant de laisser, ce n'est pas non plus un trouble spirituel. De quoi s'agit-il? Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Sur le plan psychologique, c'est simplement une Oedipe inversée. Une Oedipe inversée. Parce que normalement, vers la 3e année de vie, avec la découverte des sexes, l'enfant va s'en rendre compte qu'il y a 2 sexes. Le sexe masculin et le sexe féminin. Et il va commencer par vouloir entrer dans la peau du parent de même sexe. On va appeler ça l'identification. Et il va commencer par admirer, séduire le parent de sexe opposé. Donc il y a un certain rapport qui s'engage vers l'un et l'autre des parents. Mais il peut arriver que le chemin ne se fasse pas comme ça. Que l'enfant puisse être puisse mieux admirer le parent du même sexe. D'accord? Et s'éloigner du parent du sexe opposé. Alors qu'en réalité, ça devait être le contraire. D'accord? Et ça aussi, c'est l'environnement qui le crée. Ça dépend. Si la fille, elle est là, et le papa est toujours absent psychologiquement, absent physiquement, et que l'enfant est plus collé à sa maman, si dans cet environnement, il n'y a pas une autre image masculine avec qui l'enfant va faire son Oedipe, s'il n'y a que des images féminines, c'est possible que l'enfant puisse finir par avoir de l'attirance pour sa mère. Et vous savez que vers l'adolescence, la problématique de l'Oedipe réapparaît. On s'en rend compte qu'on ne peut plus prendre pour époux ou épouse un de mes parents, parce que l'enfant a intégré la loi de l'inceste. D'accord? La loi de l'inceste. Et c'est grâce au père que la loi de l'inceste est intégrée. Mais lorsque on est à l'adolescence et que l'enfant maintenant intègre la loi de l'inceste, il se dit, je dois sortir de la cellule familiale pour aller chercher le partenaire sexuel hors de la cellule familiale. Mais si c'est que l'enfant était plus collé aux parents de même sexe, c'est ce parent de même sexe qui va chercher dehors comme partenaire sexuel. Justement, donc l'Oedipe n'est pas une maladie, oui, mais c'est l'Oedipe qui a été inversé. Oui, donc ça veut dire que les parents de même sexe qui vont adopter des enfants risquent de produire les mêmes schémas. Pour le moment, c'est ce que nous sommes. Ce sont des interrogations qu'on se pose, mais ce sont des hypothèses. Moi, j'ai une question. Il va falloir. Oui, j'arrive. Ce sont des hypothèses. Il va falloir qu'on voit dans la réalité, est-ce qu'effectivement, un enfant qui a le même sexe que un garçon qui vit avec un couple homosexuel, 2 lesbiennes, oui. Un enfant qui vit avec 2 lesbiennes, est-ce que cet enfant risque de devenir homosexuel garçon? Non, est-ce que c'est pas le contraire? Un enfant garçon qui vit avec un couple où les 2 parents sont des hommes. Oui. Est-ce qu'il ne risque pas de devenir homosexuel parce qu'il n'a pas l'expérience
de la féminité. Cette famille ne vit pas isolée. Cette famille vit dans une société. Mais le Et a la ça chance... Ça vient d'abord du foyer, de la famille. Oui, mais cette famille-là a la chance de rencontrer de temps à autre d'autres personnes qui viennent les rendre visite. Et à ce que nous appelons les substituts parentaux. On ne va pas... Il faut qu'on fasse la différence entre un géniteur et un père. Et une génitrice et une mère. On peut être géniteur, mais sans être père. Et l'enfant, la personne qui va s'impliquer entièrement dans l'éducation et l'encadrement de cet enfant, c'est lui qui va jouer la fonction paternelle, c'est lui qui va jouer la fonction maternelle. Donc, si on a un couple d'homosexuels et que cet enfant a la chance de faire d'autres expériences avec d'autres personnes, d'autres sexes, chez qui il peut observer la différence de sexe et à travers cette différence de sexe, voir la différence de genre aussi, et ça permettra à l'enfant, en grandissant, de prendre d'avoir son orientation. C'est pas une orientation tacite de l'homosexualité chez les enfants qui vivent avec le couple homosexuel. Vous avez une question entre-temps. Sur le plan psychologique, là, qu'est-ce qu'un organe sexuel? Enfin, non, je ne vais pas poser la question comme ça. D'abord, sur le plan psychologique, qu'est-ce que le sexe? Je vais le dire comme ça. Parce que nous, on n'en a pas la même définition au niveau métaphysique. Oui, au niveau métaphysique. Nous faisons la différence entre le sexe et l'organe pénien ou l'organe vaginal. Ouais. Ce n'est pas la même chose. Pour nous, le sexe, c'est un courant d'énergie différencié, qui peut être un courant d'énergie masculine ou d'énergie féminine. Nous sommes d'accord. Et donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'organe peut être, par exemple, le pénis, mais porter un courant contraire. On a par exemple des personnes, des femmes qui naissent avec un sexe masculin. Nous sommes d'accord. Il y a des femmes qui naissent avec les seins, mais qui naissent avec un organe sexuel. C'est une anomalie. Oui, vous appelez ça une anomalie, mais ce n'est pas une anomalie. C'est pas une anomalie, ça fait partie du courant d'énergie déterminant, d'accord, dans son système bio-énergétique. C'est le courant d'énergie déterminant qui a produit ça. Vous travaillez sur des faits matériels, des faits concrets. Nous, on travaille sur les causes premières qui ont engendré ces faits. Et c'est les courants d'énergie qui engendrent ça. Vous voyez un organe sexuel sur une femme, mais nous on dit pourquoi? Parce que pour que l'organe sexuel arrive, il a fallu des éléments, énergétiques qui ont produit l'organe sexuel. Donc pour nous, le sexe, c'est d'abord un courant d'énergie différencié. Est-ce qu'il est possible, par exemple, qu'un sexe féminin produise un courant différent? Bien sûr. Bien, le docteur n'a pas parlé depuis, puisque... oui, je vous avais posé la question. Le sexe, quand nous parlons du sexe, c'est en termes de... C'est le phallus. Et c'est en termes de pouvoir, de puissance. Bien sûr. Et c'est pourquoi, au stade phallique, comme on le dit, lorsque l'enfant découvre le sexe, au fait, il découvre la toute-puissance du sexe masculin. Donc vous reconnaissez que derrière... Et c'est derrière ça que vient le genre alors. Voilà, parce que celui qui est puissant, on va voir sa façon de réagir, sa façon de diriger la maison. Exactement. Et le garçon va rentrer dans la peau de ce monsieur-là en disant, comme moi aussi j'ai ce phallus, donc j'ai la puissance, j'entre dans la puissance de ce monsieur. Donc vous savez que derrière ce phallus, il y a alors une énergie de puissance qui se dégage. Alors c'est qu'il n'y a pas de cacher la forme. Bon, l'énergie de puissance, moi en tant que psychologue, je travaille sur du concret. Non, mais le docteur n'a pas parlé. De ma fenêtre de médecin, je regarde tout cela avec beaucoup d'interrogations, je veux dire. Je vais intervenir sur 3 niveaux. Le premier niveau sur lequel je vais intervenir, c'est sur le plan, d'abord, au niveau même de la conception. Dès la fécondation, le sexe est déterminé. Et on peut dire que ce courant, c'est le courant sexuel, vous l'appelez Oui, c'est un courant sexuel. Le courant sexuel. Avant l'apparition de l'organe sexuel. Ok, donc ce courant sexuel est forcément déterminé. C'est ce qu'on appelle le sexe génétique. Donc, dès la fécondation, dès le premier jour, Dès le premier jour. Dès le premier jour, dès que l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent, la fécondation, le sexe génétique est déterminé et ce courant sexuel
est forcément déterminé. Et c'est ce déterminisme-là qui va conditionner le reste, qui va déterminer le sexe anatomique, qui va déterminer après le comportement sexuel, et au moment de l'adolescence, qui va déterminer l'orientation sexuelle de l'enfant. Et je dois dire que sur le plan embryologique, lorsque le sexe anatomique va se former, il existe un stade indéterminé où c'est un trou, le pénis, le vagin et tout ça, c'est quelque chose d'unique qui va se différencier après sous l'impulsion de ce sexe génétique et de ce courant sexuel. Donc, nécessairement, moi, de ma fenêtre, je me dis, si dans tout ce processus-là, le sexe génétique est constitué et qu'il y a un couac là-dedans, que le comportement sexuel ne suit pas, il y a un couac. Je ne dis pas encore que c'est... Il y a un couac, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ça peut être dû à la nature qui fait qu'il y a un hermaphrodisme. Le sexe n'est pas bien constitué. C'est un sexe féminin qui est là, mais avec un phallus, avec un clitoris qui est hypertrophié. Okay. Ou bien, au moment de l'adolescence, c'est un garçon, mais qui se comporte comme une fille. Voilà. Donc, ça peut être un couac, tout simplement. Mais je ne pouvais pas porter de jugement de valeur. Je dis tout simplement, il y a un petit problème quelque part. Est-ce que le sexe génétique est mesurable scientifiquement? Oui, bien sûr, c'est ça qui donne le karyotype qui donne le sexe génétique. Un garçon a un karyotype XX, une fille a un karyotype XY. Forcément, ça c'est déterminé dès la naissance. Et même en faisant une fécondation in vitro, en prenant une des cellules un blastomère, on peut déjà savoir si c'est un embryon garçon comme un maître ou un embryon fille comme un maître. Donc tout ça, c'est déterminé dès la naissance, dès la conception. Et c'est pour ça que je rejoins le maître Godson pour dire que ce sexe-là, c'est ça qui détermine tout. Mais s'il y a un défaut, ça ne suit pas bien, ça veut dire qu'il y a un quoi. Bon, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, que des hommes ou des femmes ne suivent pas ce sexe génétique qui est déterminé, qu'ils ont une autre orientation, je peux le comprendre. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'adolescence, il y a beaucoup de perturbations et chacun se cherche. Les garçons se cherchent comme les filles se cherchent. Un garçon qui... c'est beaucoup avant même, c'est à l'âge de 3 ans. Au moment du stade phallique. Phallique, oui. Ok, donc on se cherche, mais après, au moment de l'adolescence, les choses sont beaucoup plus calées. Oui. Ok, et c'est là où l'orientation se dessine. Peut-être avant, lorsque une fille, on l'habille on ne s'en rend pas compte. Oui. On l'habille comme un garçon, on lui achète des fusils et tout ça, la petite fille va se comporter comme un garçon. Ou inverse, si le petit garçon lui donne des poupées et tout ça, il peut se comporter mort. Tout cela, ça veut dire que la société joue un rôle, l'éducation joue un rôle. L'environnement. C'est ce que je voudrais dire. Est-ce que l'orientation sexuelle est déterminée par la culture, la société? Il peut y avoir des penchants. Il peut y avoir des penchants naturels. Voilà. Et comme je dis, comme l'a dit aussi M. Godson tout à l'heure, nous sommes tous des hermaphrodites. Nous avons une androgynie en nous. Nous avons les deux sexes en nous. Et ayant les deux sexes en nous, il y a un qui est hypertrophié. Et lorsqu'on se marie avec un homme se marie avec une femme, il recherche donc son autre côté. Alors, si l'un est beaucoup plus hypertrophié que l'autre, bon, ça peut créer de petits problèmes. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le penchant, mais l'environnement aussi joue un rôle très important. L'éducation aussi joue un rôle très important. Et il y a aussi des gens qui ont un penchant d'homosexualité, qui c'est un garçon, mais ça lui dit rien d'aller avec les filles. Et s'il tombe sur un garçon qui lui dit, mais viens, je vais te montrer, il va lui montrer, et lui sera homosexuel. Mais s'il tombe sur une fille qui essaie donc de l'entraîner, de lui montrer le côté agréable de la vie à deux, ça peut aussi inverser les choses. Même s'il a vécu parmi des femmes, il peut être homosexuel. Oui, aussi. Donc il y a ce penchant-là. C'est un penchant, quoi. Donc moi, je me dis, si c'est un penchant, chacun vit sa vie. Bon, maintenant, le troisième niveau, si deux hommes sont homosexuels qui veulent faire des enfants, dans certains pays, ils peuvent adopter des enfants. Et quand ils adoptent des enfants, ça c'est leur problème. Maintenant, quand ils veulent chercher à faire des enfants en faisant une gestation pour autrui, une mère porteuse, c'est là où moi, médecin, je me pose des problèmes. Je me pose simplement des problèmes, je n'ai pas de réponse. Je me pose des problèmes. Et je me pose des questions. Et je me dis, bon, ça, il faut que la société puisse intervenir. Bien sûr.
Pourquoi? Parce que est-ce que ce besoin-là de faire des enfants à des hommes homosexuels, c'est un besoin important dans notre société? Dans une société où nous avons des problèmes beaucoup plus importants, est-ce que c'est un réel problème? S'il y a suffisamment d'hommes homosexuels qui veulent faire des enfants en ce moment-là, ils constituent un lobby. Et en ce moment-là, on peut aller vers ce genre de pratique. Mais s'ils ne sont pas très nombreux, s'ils sont que 2 ou 3, en Afrique, c'est très facile d'adopter un enfant. En Afrique, c'est très facile de prendre l'enfant d'un cousin et de l'éduquer avec soi, sans lui donner son nom, à la limite. C'est facile, ils peuvent aussi faire ça, et ça, personne ne leur dira rien. Mais là aussi, il faut pas, si on sait qu'ils sont homosexuels en Afrique, ça va être difficile qu'on leur donne l'enfant. Oui, mais ils vont prendre l'enfant d'un cousin. Comment vous expliquez donc justement la réaction, la réticence des Africains à ce courant homosexuel qui se répand outre-Manche? Oui, bon, vous savez, l'Afrique, il y a nos cultures. Et nous avons grandi dans un ordre donné. Comment les choses se passent depuis. Et on a peur. Est-ce que c'est pas un châtiment divin qui va... C'est comme si on contredit Dieu. C'est comme si on est en train de rompre l'ordre établi par Dieu. On a peur de ce que Dieu va envoyer comme réponse. C'est d'abord ça. Et deuxièmement, ce qui n'est pas habituel, c'est difficile de l'accepter. Quand avec le temps, si les choses commencent par avancer, il y a eu beaucoup de choses que les gens n'acceptaient pas, mais aujourd'hui, on l'accepte. Entre-temps, dans les années 1900, peut-être 54, voir dans nos pays une femme se lever le matin, aller au boulot, aller au service, etc., c'est critiquable, même dans un passé récent. Tu as une femme qui doit aller au boulot, au service comme toi, c'est critiquable. Des fois, tes parents même se demandent mais pourquoi tu es allé pour celle-ci. Mais aujourd'hui, les choses avancent. Tout le monde sait que j'ai une fille, elle doit aller à l'école, et quand elle se marie, elle devrait travailler. C'est ça qu'on ne va pas être accepté. Donc, c'est dit que avec le temps aussi, ça pourra être accepté. Ça pourra être accepté. Et puis, quand les gens verront aussi comment est-ce que les choses avancent, s'il n'y a pas de dangerosité dans ça. Si ils arrivent, comme je le disais tantôt, en Belgique, des homosexuels ont déjà des enfants qu'ils ont encadrés. Certains ont grandi. Et ces enfants ont commencé par donner leur vécu de la chose. Jusqu'à présent, ils ne disent rien d'inquiétant. Parce qu'eux, ils le faisaient, n'ont pas fait du grand bruit. C'est maintenant en France qu'il faut faire tout un tas de débats avant de pouvoir instituer ça. Mais en Égypte, en Belgique, eux, ils le faisaient en catimini, ils règlent ça. Elmasio Gosson, pourquoi l'Afrique est réticente au courant homosexuel? Bon, je pense que c'est dans notre culture, c'est dans nos traditions, c'est dans nos mœurs. Et beaucoup de gens pensent que, remontant même à l'Égypte ancienne et aux mythologies anciennes, ça ne fait pas partie de notre tradition, telle que nous avons compris ces mythologies et ces traditions-là. Mais toujours est-il que, est-ce que nous maîtrisons vraiment tout le contenu de toutes nos traditions? Nous n'en savons rien, puisque en Afrique aussi, il y a eu des hermaphrodites, il y a eu des enfants qui étaient peut-être homosexuels, on n'en sait rien. Parce qu'en Afrique, on fait la culture du secret, ou des cas qui ne sont pas normosés, on préfère bien les gérer un peu comme en catimini. Du coup, on n'a pas ces informations pour savoir réellement où on va. Donc, je pense que c'est au niveau moral que le problème se pose. Maintenant, il faudra remonter vers l'éthique et savoir si effectivement il y a des raisons fondamentales de cet agir-là. Parce que, quoi qu'on dise, si les choses se produisent, il y a une raison qui fait que les choses se produisent. Il faut vraiment comprendre ces raisons-là. Et bon, nous, on les comprend. C'est pour ça que je disais tantôt que... Justement, c'est pour ça que je suis étonné de ne pas avoir vos explications. Non, j'ai expliqué. J'ai dit que qu'est-ce que le sexe? C'est différent de l'organe sexuel. Le sexe, c'est un courant d'énergie. Ça veut dire qu'un individu peut être plus dans un courant d'énergie que dans un autre courant. Et j'ai donné même l'exemple de l'hermaphrodite. Un homme naît, enfin une femme naît, mais on voit un organe sexuel masculin. Ça veut dire déjà qu'au niveau de l'individu, dans son courant d'énergie, il y a ce que le médecin appelle un couac. Mais qui pour nous n'est pas un couac. En fait, c'est pas excusez-moi, c'est pas un couac parce que nous disons que c'est la conscience spirituelle de l'individu
qui manipule ses propres courants d'énergie. Parce que le principe de l'existant préexistant à sa propre existence fait que l'être transcendant, assistant à sa propre procréation, là on rentre dans des états un peu plus élevés. On suppose alors que c'est ces courants directeurs qui ont fait le choix de ce type d'incarnation ou de ce type de penchant. Et ça, on n'a pas à le juger dans la mesure où ce sont ces décisions à elles en tant qu'essence spirituelle. Du coup, bon, nous, on n'a pas de problème avec ça. Maintenant, au niveau de la société, il y a un problème parce que notre morale ne le permet pas. Et c'est ce que je disais tantôt. Il faut faire la différence entre la morale et l'éthique. Et que faut-il faire dans ce cas? Ah ben voilà, je pense qu'il faut faire un peu comme les gens le font dans d'autres pays, mettre en place un comité d'éthique pour réfléchir sur la question, que ce ne soit pas juste des débats sur télévision, mais que ce soit ce que j'appelle souvent des banques de talents. On a une banque de talents, des personnes ressources qui s'asseyent et qui conjuguent les différentes sciences que nous avons, d'accord, pour s'asseoir et dire, voilà, la société est dynamique, elle évolue. Nous sommes en face de nouvelles réalités auxquelles on n'était pas confronté. Maintenant, on est confronté à des choses que nous appelons surnaturelles, par notre peur. Qu'est-ce qu'il faut réfléchir sur la question de façon scientifique, de façon spirituelle, métaphysique, religieuse. Donc, c'est tout ça qui doit interagir. Pour moi, c'est ça le fondement de l'éducation. Sinon, aujourd'hui, on va rentrer dans des conflits de débats qui ne résoudront pas le problème. Parce qu'il y aura juste une faction contre, une faction pour, et on sera toujours en train de se chamailler, en train de se manger, alors que nous avons des intelligences dans notre culture, faisant notre culture, on s'assoit et on fait des débats à bâton rompu sur la question. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on continue jusqu'à ce qu'on trouve l'équilibre ou le jet qui nous permet d'avancer. Nous allons conclure notre émission, Dr Fiajo. Homosexualité, PMA, transgenre, etc. Où allons-nous? Jusqu'où ira la technologie, la médecine dans cette matière? Est-ce que vous avez des inquiétudes parfois quand vous vous levez? Moi, personnellement, non. Personnellement, non, parce que j'ai une pratique qui est assez cadrée et je me suis mis des garde-fous que je ne pourrais pas dépasser. Voilà. Mais je dois dire que la science n'a pas de limite. Aujourd'hui, on pousse les choses très, très, très loin. Il y a 50 ans, personne ne savait qu'on pouvait faire une fécondation in vitro et qu'on pouvait, même chez des hommes qui ont une azoospermie, aller chercher les spermatozoïdes, leur faire des enfants. On ne pouvait pas savoir qu'on peut même prendre des cellules, des embryons qui sont fabriqués et traiter même des maladies. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Mais ce qu'il faut, je pense qu'il faut avoir des comités d'éthique dans nos pays pour réfléchir sur ces aspects des choses et pouvoir cadrer toutes ces pratiques. Ce n'est pas simplement la fécondation in vitro, ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Il y a tout ce qui concerne les greffes d'organes qui nécessitent d'être cadrés également. Mais l'essentiel, c'est de voir quels sont les besoins de nos populations et quelles sont les préoccupations de nos populations. Les greffes de reins, les greffes de cœur, les greffes de foie, ça pose aussi des problèmes. La procréation médicalement assistée pose beaucoup aussi de problèmes. Les dons de gamètes posent des problèmes. Et je pense qu'il ne faudrait pas laisser ça à la seule conscience du médecin. Il faudrait que ces pratiques-là soient cadrées, suffisamment cadrées. D'abord au sein du comité d'éthique, que les comités d'éthique réfléchissent sur ces avancées de la technique de la médecine et progressivement aller soit vers des règles de bonne conduite au niveau national et progressivement aller vers des lois pour permettre à la population de se sentir protégée et permettre également aux médecins d'évoluer dans de bonnes conditions. Merci, docteur Moïse. Parce qu'il ne s'agit pas d'individus, il s'agit de société. C'est un sujet de société. C'est l'élément le plus important. Et si je peux me permettre de dire aujourd'hui, la stérilité dans nos pays ne doit plus être considérée comme une fatalité. Exactement, ni comme une malédiction. Moi je dirais ni comme une malédiction et je vais rajouter ni comme une maladie honteuse. Il faut se dire qu'aujourd'hui il y a des moyens de venir à bout de ce problème
et de ne pas se cacher. Je pense qu'il faut aller consulter très tôt pour qu'on puisse proposer des solutions. Et les médecins se font le devoir de rendre accessibles ces techniques pour que la population puisse bénéficier de toute cette prouesse de la médecine. Pour vous avoir vu travailler, je sais que c'est une passion pour vous, hein. La vie, donner la vie. C'est vrai, la vie est ma passion. Qu'est-ce qui vous a amené à cette passion? Ce qui m'a amené à cette passion, c'est d'abord parce que quand je faisais mes études, j'étais passé dans des services, un service de cancérologie où je faisais des enfants mourir. Et puis après, je suis passé dans une maternité. Et là, j'étais entouré de sages-femmes. Et j'étais pratiquement le seul homme de la maternité. Même mon chef de service, c'était une femme, le docteur Begri, à qui je rends hommage. Et on m'appelait docteur alors que les autres, on les appelait madame. C'était plaisant. Mais surtout que tous les jours, à chaque fois qu'il y avait un accouchement, on buvait du champagne, il y avait des dragées, il y avait du chocolat. Et ça m'a permis de dire, mais travaillons plutôt sur la vie, et essayons de donner la vie plutôt que de chercher à garder la vie coûte que coûte. C'est ça qui m'a poussé à cela et aller aux confins de la vie. Et à me poser la question, quand commence la vie? Quand commence la vie humaine? Et je crois que le métaphysicien... Merci, docteur Fiajo. Je sais ce qu'il faut amener avec moi la prochaine fois que je vous rends visite, des dragées et du chocolat. Ah, d'accord. Et du champagne. Merci, docteur Toussault. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci de nous avoir permis d'éclairer un peu la société et de demander à la société de ne pas avoir peur des changements à venir, mais plutôt de voir dans quelle mesure nous pouvons prévenir et avoir des enfants qui seront responsables et utiles pour la société. Merci. Grand maître, un petit mot? Oui, bon, je remercie déjà l'émission, je remercie le docteur, le psychologue pour son intervention, je remercie également le docteur Fiajo que j'ai le plaisir de connaître. Je pense que c'est un débat ouvert et le débat continue tout seul. Je crois que si nous sommes appelés à d'autres réflexions, on les fera. Absolument. Et ce sera avec plaisir. Je remercie les téléspectatrices et téléspectateurs. Merci. Merci. Nous aurons le temps de revenir sur ce sujet qui est très très large. D'autres volets n'ont pas été abordés sûrement dans nos forums à venir. Et c'est la fin donc de New World Forum de cette semaine. Dans un instant, une nouvelle édition de journal. À très bientôt.